Voilà, tel qu'annoncé dès l'entame de l'émission, que nous aurons un invité, un professeur. On va revenir sur ce sujet qui continue à faire couler en salive, la révision au changement de la Constitution. Plusieurs doctrinaires, plusieurs professeurs défilent sur ces plateaux pour donner leur point de vue par rapport à cette question qui continue à diviser la classe politique, à diviser même certains juristes. Les juristes eux-mêmes ne s'entendent pas. Professeur Camille Ngoma, bienvenue. Merci, M. Kilolo, pour l'invitation. Vous portez bien. Très bien. Alors, la Constitution que vous avez, j'ai vu la Constitution du 18 février 2006, mais aujourd'hui, il y a ceux qui demandent à ce qu'elle soit changée, d'autres révisées, d'autres les statu quo. Maintenant, le professeur Camille Ngoma est de quel bord? Changement, révision ou statu quo? Dire que le procès Camille, en fait, là vous voulez me cataloguer. Non, du tout. Être de quel bord, ça dit qu'il y a un fichier. Bon, en fait, je suis scientifique. Oui. Comme scientifique, je donne un point de vue sur la nécessité, effectivement, de réviser quelques dispositions de la Constitution pour les adapter, ou bien pour adapter la Constitution aux réalités, en fait, pour résoudre certains problèmes que nous connaissons dans la société. Et donc, en tant que tel, si je vais être catalogué de X ou Y bord, voilà. Donc, mais je suis objectif dans... Oui, en fait, votre réflexion objective, telle que vous l'énoncez, se situe au niveau de la révision, changement ou les statu quo. Bon, révision ou changement, en tout cas pas les statu quo, mais la révision ou les changements, voyez-vous, il y a quand même des nuances. Moi, je suis scientifique, je ne vais pas dire changer ou réviser. Mais je dis que si on doit réviser ou si on doit changer, voilà, selon mes recherches, moi, selon l'observation que j'ai faite de la vie politique congolaise, voilà, comme scientifique, j'ai des observations à faire, j'ai un avis à donner. C'est ce qui doit être révisé. En tout cas, c'est ce qui doit être changé dans la Constitution. Est-ce que tout ce que moi je veux dire va mener à changer la Constitution? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un point de vue que je donne. Voilà. Allons-y. Et ce point de vue-là, effectivement, porte sur quoi? Porte sur des aspects. Plusieurs d'ailleurs, mais bon, j'ai préféré les regrouper en deux. C'est pour être plus concis. Je parle de la nécessité de rationaliser les fonctionnements de l'État. Il faut rationaliser. Oui, et puis de moraliser la vie publique en RDC. Alors, que des termes. Voilà. Des termes. Rationaliser, moraliser. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire par, allons-y, rationaliser? Voilà. Rationaliser, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, vous êtes un observateur de la vie publique du Congo. Depuis 2006 jusqu'à maintenant, nous sommes en 2024. Chaque fois qu'il y a élection présidentielle, on constate des délais déraisonnables, des délais inconsidérés entre les moments où le président de la République prête serment et les moments où nous avons un gouvernement. On a commencé avec 4 mois, les délais se sont élargis à 6 mois, dernièrement je crois qu'on a atteint les 9 mois. Et voyez-vous, et ça c'est tout le monde qui décrit le fait qu'il y a... Est-ce que c'est tout le monde ou bien ce sont les caprices des politiques? Ce sont des caprices des politiques. Oui, mais... C'est avec la même constitution où il y a des gens qui ont fait 10 jours, qui ont fait moins de jours pour faire sauter le gouvernement, pour être nommé. Bon, 10 jours, j'ai pas vu. Matata Pogno en a fait 10 jours pour faire sauter son gouvernement. Bon. Matata, Mouzito en a fait 19 jours. 19 jours. Et les autres, c'est-à-dire que celui qui a un peu beaucoup traîné, c'est sous le président Félix Tshisekedi, le ministre Ilunga Ilunkamba, ça a pris du temps, voilà. Ainsi que Judith Soumino, c'est qu'il y a un problème, ce n'est pas les textes, c'est un problème peut-être des caprices des individus ou des politiques. C'est pas forcément les caprices, effectivement. Parce que la loi
a pour objectif comment, de canaliser ou sinon de réglementer le comportement des hommes. Toutes les lois que nous avons à travers le monde, en tout cas, concernent les comportements des humains. L'homme est libre et par la liberté qu'il a, il peut tout faire effectivement s'il n'est pas encadré. Et le pouvoir politique est tel qu'effectivement, s'il n'est pas correctement encadré, ça conduit effectivement à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai que par moments, oui, il y a des premiers ministres qui ont fait 10-20 jours pour nommer les gouvernements, mais en général, on constate que de plus en plus, ces délais-là deviennent nuisibles pour le fonctionnement de l'État. Et ce délai-là, ce n'est pas, jusque-là, la Constitution n'a pas donné des délais. Si, il y a un article 74 qui fixe clairement un délai. Ça dit quoi? Il dit qu'après la publication des résultats définitifs, le président élu a 10 jours pour prêter serment. Voyez-vous? C'est-à-dire que la Constitution commence bien par fixer un délai entre la publication des résultats définitifs et puis la prestation du serment. Et moi, je considère que ce délai-là, qui est fixé, a toujours été respecté et que parce que par moment, on commence à constater des délais inconsidérés dans la publication. Est-ce que c'est là qu'il faut aller soit réviser ou changer la Constitution? Non, mais si on révise simplement pour donner 10 jours au président public pour nommer son Premier ministre et que le Premier ministre ait également 10 jours, voyez-vous qu'on ne déplorerait plus, effectivement, des délais inconsidérés. On ne déplorerait plus les blocages de l'État. Hein? On reste pendant 6 mois sans gouvernement. Les ministres qui sont là sont démissionnaires, ils ne savent pas engager l'État. Et finalement, si vous avez des dossiers au niveau de ces structures-là, vous vous rendez compte effectivement pourquoi il faut nécessairement limiter, en tout cas, de manière claire dans la Constitution, que les politiques, que les caprices politiciens, effectivement, ne bloquent pas les pays. Parce qu'ils finissent finalement par prendre en otage tous les pays. Et parce que la population ne sait quoi faire, il observe, elle attend. Donc, c'est dans pareil moment, effectivement, que le débat est lancé sur la révision ou les changements, que nous, comme scientifiques, bon, ok, on observe cela, on propose. Ce que nous disons, et nous ne sommes pas sûrs qu'on va être suivis. On ne dit pas qu'on nous suive nécessairement dans ce que nous disons, mais effectivement, parce qu'il y a un problème qui se pose, c'est le problème des sociétés, je ne suis pas les seuls à les déplorer. Et je crois que pour y mettre fin, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre moyen que de ne plus continuer sur la bonne foi des politiques, que de le dire clairement dans la Constitution, que c'est 10 jours pour nommer un Premier ministre, et que le Premier ministre ait 10 jours également pour nommer son gouvernement. De sorte qu'on quitte l'histoire des informateurs qu'on doit nommer, qui doivent prendre 1 mois, 60 jours d'ailleurs, le maximum. Voyez-vous, entre quand le président prête serment et quand il doit nommer son Premier ministre, en tout cas, il ne se passe pas moins de 30 jours. Depuis que nous avons cette constitution, parce que chaque fois, il faut nommer un informateur. Mais l'informateur vient faire quoi? Mais c'est que le président de la République, quand il est élu, avant son élection, il y a des coalitions politiques qui se forment. Union sacrée ou bien tout ça, ils se forment. La Mouka, ils se forment pour élire les candidats présidents qu'ils soutiennent. Et les candidats présidents sont soutenus par des partis politiques qui ont également des candidats députés nationaux. Ainsi de suite. Si bien que quand on publie les résultats, on sait voir quels sont les regroupements politiques qui ont remporté l'élection législative et mis ensemble parce qu'ils ont soutenu l'élection du président public. On considère que le président, en tout cas, réunit facilement une majorité et que cela lui donne le pouvoir de vite nommer son Premier ministre sans attendre forcément qu'il y ait un informateur qui va chercher à identifier. Voilà, tout ça, ça fait perdre du temps à la République. Alors que nous sommes un pays en guerre, un pays qui n'est pas tout à fait stable économiquement. Nous avons besoin de beaucoup de temps, effectivement, pour rattraper les retards. Alors, on ne peut pas perdre beaucoup de temps avec des considérations. Maintenant, il y a un problème, c'est que, puisque vous êtes dans l'essence des révisés, il y a certaines matières qui sont intangibles. Qui sont intangibles, oui. Voilà. Et ces matières qui sont contenues dans l'article 220, ça aussi, ça fait beaucoup jaser. Et vous, en tant que scientifique, quelle lecture faites-vous?
effectivement, la révision, ceux qui sont contre la révision aujourd'hui considèrent que le président veut se maintenir au pouvoir parce qu'il vise à réviser l'article 220. Ça, c'est l'aspect politique. Ça, c'est l'aspect politique, Qui n'est effectivement. pas aussi à négliger. Oui, qui n'est pas à négliger, effectivement. Parce que l'article 220 serait verrouillé, mais nous considérons que parce que l'article 220 contient, bien comporte une matière qui sont verrouillées, qui sont intangibles comme la doctrine veut bien le dire. Bon, je ne sais pas à quel moment le projet actuel vise à aller jusqu'à réviser ces matières-là, mais si les politiques décident que ces matières-là soient révisées effectivement, l'initiative appartient effectivement au président, au gouvernement, à une des L'initiative de réviser ces matières intangibles. Bon, en droit constitutionnel, aucun publiciste, aucun doctrinaire ne soutient la théorie selon laquelle une matière peut être indéfiniment verrouillée. Non. Parce que la Constitution a été faite pour les hommes, pour régir une société, et qu'avec l'évolution, si la société considère, si les gouvernants considèrent que les choses ne marchent plus par rapport à ces matières-là, ils ont les droits, notamment, vous voyez, l'article 218 désigne 4 pouvoirs constituants dérivés qui ont le pouvoir effectivement d'initier la révision. Et si finalement ils décident de réviser ces matières-là, on ne va pas empêcher, on ne va pas embrigader les peuples dans la Constitution parce que c'est le peuple qui a voté la Constitution au référendum et on considère qu'il a verrouillé ces matières et que lui-même est dedans et il ne sait pas sortir. Non. Quand on ferme la maison, parce que verrouiller veut dire fermer. Mais s'il y a un problème dehors, vous faites quoi? Vous ne sortez pas? S'il y a un problème dehors, donc vous allez, nous sommes là, nous sommes dans une maison, dans un labyrinthe. Et si nous fermons partout ici qu'il n'y a pas d'ici de sortie, d'ici de secours, et quand il y a un incendie qui se déclare ici, ça dit que nous signons notre mort ici. Parce qu'on ne sait pas sortir, non? C'est une loi mère, tout en étant une loi mère, il y a toujours possibilité. Alors vous ne voyez pas que la sacralité de la Constitution reposerait sur l'article 220? Bon, parce que si aujourd'hui vous jetez les verrous de l'article 220, ça sera une constitution passoire où vous pouvez toucher à tout moment et puis bon, ça n'aura pas vraiment l'âme de cette constitution. Oui, mais une constitution est faite pour régir la société pendant un certain temps. Quand on va changer, si on doit changer la constitution, on ne va pas changer toutes les dispositions de cette constitution-là. Et moi j'ai dit qu'on peut changer cette constitution tout en respectant l'article 220. On peut changer cette constitution tout en ne touchant pas à l'article 220. Parce que le problème, c'est l'article 220. Oui, mais non, le problème, c'est quoi? C'est que l'article 220, oui, mais ce sont les matières qui sont là. Si, par exemple, aujourd'hui, on parle de la forme républicaine de l'État, oui. On parle aujourd'hui de la pluralité syndicale, oui. Ou pluralité des partis politiques. Dès lors qu'on veut certainement, parce que vous dites, vous ne touchez pas, oh non, on ne touche pas l'article 220. Mais ces matières-là, vous dites, mais puisqu'il y a beaucoup de partis politiques, nous voulons réguler au niveau de partis politiques, qu'on réduise. Vous avez touché insigneusement l'article 220. Non, moi je vous dis ceci. Ceux qui pensent qu'en touchant l'article 220 peuvent se reposer. Parce que l'article 220, selon moi, peut ou ne pas être touché et voir la constitution être changée. Changer. Ah oui, on peut ou ne pas toucher l'article 220. Et là, on passera à la 4e République. Oui, on peut. Oui, suivez-moi bien. Et cette fois-là, j'ai dit on peut ou ne pas toucher à l'article 220. Pour moi, voilà, l'article 220 peut être respecté parce qu'il est verrouillé. Ok, on les laisse. On va réviser deux articles qui vont amener effectivement au changement. Si vous me suivez bien, voilà. Alors là, vous allez au niveau du changement, ce n'est pas révision alors. Voilà, le débat, c'est quoi la révision, c'est quoi les changements. J'ai dit l'autre fois que la révision, c'est la modification de certaines dispositions de la Constitution qui ne sont pas trop importantes pour la vie de l'État. Donc la révision se limite à quelques aspects mineurs, voyez-vous,
de la Constitution, à certaines matières non importantes. Donc, ça c'est la révision. Donc, on se limite à réviser 5, 10, 15 articles dans une Constitution qui a 220 articles. On révise 20 articles sur des matières non importantes. Ça, c'est la révision. Mais les changements procèdent également par la révision de la Constitution, mais en touchant sur des matières importantes. Et les matières importantes chez nous sont notamment dans l'article 220, mais pas seulement. Non seulement, donc il y a des matières importantes sur lesquelles on peut toucher pour changer la Constitution. Et ces matières importantes concernent quoi notamment? La forme du gouvernement ou les régimes politiques. Nous sommes aujourd'hui sous les régimes politiques semi-présidentiels ou semi-parlementaires. Et ces systèmes politiques-là, c'est l'un des fondements du fonctionnement de l'État. Si on touche, on quitte vers les systèmes semi-parlementaires aujourd'hui pour aller vers les parlementaires purs ou vers les présidentiels, et voyez-vous qu'on aura touché au fondement même de l'architecture effectivement constitutionnelle. Et là, on va considérer que la Constitution a été changée parce que, qu'est-ce qui a changé? C'est le régime politique qui a changé. Sans qu'on aille à l'article 220. Parce que l'article 220 parle de la forme républicaine d'État. Il est interdit qu'on puisse revenir à la monarchie. Parce que la République symbolise effectivement l'idée de la démocratie. Le pouvoir appartient au peuple pour les peuples, donc on ne peut plus concevoir un retour vers la monarchie où le pouvoir se ferait par dévolution, par un système héréditaire. Ça, c'est exclu. On ne peut plus revenir sur le système, on dit que le gouvernement doit avoir la forme représentative. Voyez-vous, nous avons 26 provinces. La forme représentative du gouvernement voudrait dire quoi? Voudrait dire que dans un gouvernement de 60 ministres, qu'on puisse trouver au moins un ministre par province. Comme ça, on sait que chacune des provinces est représentée. On ne peut plus revenir sur le système des partis uniques. Donc ça, c'est exclu. Ça, c'est l'article 220. Les mandats, c'est 5 ans renouvelables, tout ça. Ça, c'est l'article 220. Si, effectivement, le débat, c'est autour des 220, ok, moi, je ne suis pas là. Je n'encourage pas, je ne dis pas qu'on ne peut pas toucher les 220. On peut les toucher. Parce qu'on ne peut pas bloquer tout un peuple dans une constitution, bien qu'il ait voté par référendum. La constitution a 18 ans maintenant. Donc, dans 3, 4, 5 ans, c'est une génération. 25 ans d'âge, c'est une génération. Est-ce qu'une constitution peut être intergénérationnelle? Non. Une génération peut décider de changer ce que les vieux ont fait hier. Pas changer, pas tout bouleverser. Donc, changement, révision ou changement, mais ils peuvent tout amender, dépend. Ils peuvent amender comme ça se fait en France, comme ça se fait aux États-Unis. Il y a beaucoup d'amendements. Ah, mais voilà. Pourquoi ne pas aller dans le sens de pouvoir amender, mais vous gardez la même constitution? Hein, c'est-à-dire que vous êtes au niveau de la Troisième République, mais les amendements, il y en a, parce que, vous l'avez dit, parce qu'aujourd'hui, aller dans le sens de toucher à l'article 220 de fond en comble, vous changez l'âme et l'esprit de cette constitution. Vous allez au niveau de la 4e République, et cette fois-là, c'est que la constitution, la sacralité de la constitution risque d'être désacralisée. Excusez les termes. Oui, je reprends ce que j'ai dit allez-y. tout à l'heure. J'ai dit que les débats autour des 220, moi je ne les fais pas. Hein? J'ai dit que c'est un faux débat. Parce que changer de constitution, arriver à la 4e République ne dit pas nécessairement qu'il faut toucher l'article 220. Je vous dis qu'on peut ou ne pas toucher à l'article 220. Le changement d'une constitution, c'est une question d'option. Ok? Si la constitution telle qu'elle a 220 articles là, on décide de réviser 100 articles dans cette constitution. Voyez-vous que la constitution aura perdu près de la moitié de ces dispositions qui auraient été révisées en dehors de l'article 220. Et la révision, c'est le plan quantitatif, les changements de la Constitution reposent sur deux critères. Les critères quantitatifs et les critères qualitatifs, n'est-ce pas? Quantitativement, si on révise 100 articles, en dehors même de l'article 220, on peut aboutir au changement. Sans qu'on touche l'âme de la Constitution, tel que vous le dites. L'âme de la Constitution 220, on les laisse.
On laisse 220, on l'enferme, on les met dans les congélateurs, on ne les touche pas, mais en révisant 100 articles, on aboutit au changement de la Constitution. Mais l'autre changement de la Constitution, c'est les critères qualitatifs ou les critères matériels. Donc, on révise quelques matières tellement importantes pour le fonctionnement de l'État et on se rend compte qu'on a quitté le système politique actuel pour un autre système politique. Et là, on va se retrouver dans le cas d'un changement parce qu'il y a eu bouleversement de l'ordre institutionnel. Nous avons aujourd'hui un président et un premier ministre, mais si on modifie l'article 78, on s'arrête simplement au président, à qui on va donner les pouvoirs selon les cas, soit ils sont élus avec les vice-présidents au même moment, comme aux États-Unis, ou si c'est lui qui doit nommer les vice-présidents. Voyez-vous, tout ça, ce sont des cas de figure qui peuvent arriver. Et si on modifie l'article 78 dans ce sens-là, voyez-vous qu'on aura changé. Mais là, dans ce cas, oui. Si on change, oui. on passera au niveau du référendum. Effectivement, c'est ça, parce que la Constitution est claire. L'initiative de réviser une Constitution, bien la Constitution actuelle, appartient au président de la République, au gouvernement, après délibération au Conseil des ministres, à l'une des deux chambres, voilà, et puis à 100 citoyens congolais qui auront signé une pétition. Et chacune de ces initiatives doivent être déposées à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qui vont en évaluer les biens fondés. Et si l'Assemblée nationale et le Sénat trouvent que le projet de révision déposé est fondé, ils vont en discuter. C'est là, c'est pendant les débats au sein de l'Assemblée nationale qu'ils vont se rendre compte que, OK, le projet de révision qu'on a déposé va au-delà, effectivement, bouleverse l'ordre constitutionnel, maintenant l'ordre institutionnel, si bien que ce n'est plus une simple révision, mais c'est un changement. Mais si l'Assemblée nationale et le Sénat ils remarquent que le projet de révision déposé ne porte que sur des aspects mineurs, là, ils ont le pouvoir et à leur niveau de décider en congrès, donc députés et sénateurs réunis, s'ils votent la révision à 3/5, voilà, là, la révision passe sans nécessairement passer par le référendum. Mais si ils constatent... Non, reprenez sans passer par le référendum. C'est voilà. Très important, il y a ceux qui nous suivent. Allez-y. Oui, oui. Vous dites. J'ai dit ceci. Ouais. Maintenant, là, c'est le président de la République qui initie la révision. Ok. Il peut... Est-ce qu'il peut arriver, oui. Est-ce qu'il peut passer outre le Parlement? Mais voilà, c'est ça que j'ai dit. Le président... Il se dit, bon, je trouve qu'au Parlement, il y a des dissidents, il y a ceci. Alors, je passe directement au peuple, le peuple de décider. Non, non. Allez-y. L'initiative, c'est... nous sommes tous guidés par la Constitution. C'est la Constitution qui fixe la procédure des révisions. D'accord. J'ai dit l'autre fois que la Constitution ne dit pas comment on doit la changer. Mais j'ai dit que les changements découlent effectivement de l'ampleur de la révision. Et comment ça se passe? L'initiative vient comme maintenant du président de la République. Mais cette initiative-là, il doit avoir un projet. Il a dit qu'il va nommer une commission d'experts qui vont travailler pour analyser, pour réfléchir sur les aspects qui peuvent faire l'objet d'une révision dans cette constitution-là. Et l'équipe qui va travailler, quand il va finir l'élaboration de son rapport, il va soumettre les rapports au chef de l'État. Et ces rapports pourra être intitulé « Projet de révision de la Constitution ». Et le président va prendre les documents, il va l'amener à l'Assemblée nationale. Okay. Parce que l'Assemblée nationale ou le Sénat qui ont réussi la mission de pouvoir dire oui ou non le projet de révision est fondé. Voilà. Si l'Assemblée nationale trouve que le projet qu'on lui présente est fondé, il va engager les débats. Il va engager les débats pour voir si le projet proposé ou si la révision proposée est vraiment important, est vraiment fondé, effectivement. Bon, c'est en examinant, c'est dans les débats. C'est dans les débats que les députés vont se rendre compte que les projets de révision que le président propose nous amènent au changement. Parce que soit il a touché l'article 78,
soit qu'il a touché l'article 220. Bon, puisque l'article 220 suscite beaucoup de débats, moi, je ne vais pas aller jusqu'à proposer qu'on puisse les toucher. Pour autant, qu'un changement peut découler simplement de la révision des 10 articles ou des 20 articles avec une qualité. Voilà, donc avec un article contenant, réglementant une matière importante, telle que l'article 78. Et moi, je ne vois pas pourquoi on doit aller jusqu'à 220. Parce que finalement, si les changements, c'est le changement qu'on cherche, on peut aller jusqu'à toucher effectivement cet article-là et puis on obtient les changements sans forcément aller au 220. Alors, le projet soumis par le président est discuté. Et si l'Assemblée nationale considère que, OK, ce n'est pas important, les matières à réviser, mais les articles à réviser ne sont que mineurs, ne comportent que si des matières moins importantes, à leur niveau, au Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, ils se réunissent, ils votent les projets de révision proposés à la majorité des 3/5 et la révision passe. Parce que là, on considère que ça n'a pas bouleversé l'ordre constitutionnel, ça n'a pas bouleversé l'ordre institutionnel, on n'a pas touché au mandat, on n'a pas touché tout ça. Voilà. À leur niveau, par exemple, quoi? Si aujourd'hui on veut dire dans la Constitution que les défenseurs des droits de l'homme et des droits de l'environnement doivent être protégés, on met ça dans la Constitution. Voilà, on a ajouté un article. On a révisé peut-être une disposition, on ajoute ça. On veut ajouter que l'anglais soit l'une des langues officielles. On ajoute ça. On dit par exemple que l'article qui dit que la nationalité congolaise, on adopte la double nationalité. On ajoute. On ajoute. Voilà, ce sont des questions qui ne bouleversent pas le fonctionnement de l'État. Ça n'a aucun impact sur le fonctionnement de l'État. Et là, en ce moment, les députés et les sénateurs vont constater que ce n'est pas trop important. À leur niveau, ils votent les projets de loi, les projets de révision à leur niveau. Alors, quand est-ce qu'il y a un bouleversement de l'ordre constitutionnel? Alors maintenant, c'est quand ils vont constater qu'il y a bouleversement de l'ordre constitutionnel, c'est ce que je dis. Nous sommes aujourd'hui un régime semi-présidentiel. Ou semi-parlementaire. Semi-parlementaire. Si on décide aujourd'hui de quitter des régimes semi-présidentiels maintenant, vers les régimes parlementaires purs, ou vers les régimes présidentiels purs, là, il y a bouleversement de l'ordre institutionnel. Là, on va considérer qu'il y a une matière très importante. Et dans ces il y a eu bouleversement, effectivement. C'est obligé de recours au peuple. Et dans ces cas, l'Assemblée nationale et les sénateurs, les Sénats, ils vont se rendre compte que ça, on doit même soumettre cela au référendum. En fait, ils peuvent le faire à leur niveau. Mais le problème, c'est quoi? Ça sera antidémocratique. Ça sera antidémocratique parce que la Constitution dit, la Constitution donne des possibilités. Passer au référendum, j'imagine, comme doctrinaire, que le référendum voudrait qu'on puisse, que les initiateurs, parce que c'est toujours les politiques qui initient, que les politiques qui initient puissent avoir une base populaire assez importante pour faire passer les réformes. Parce que faire passer des réformes en catimini conduit effectivement à une dictature. Et c'est pourquoi il faut associer les peuples qui vont dire oui, nous sommes d'accord, pour qu'on passe du régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, vers un régime présidentiel. Nous sommes d'accord pour qu'on passe vers un régime semi-parlementaire maintenant, vers un régime parlementaire. Ça, c'est le peuple qui va décider, parce que les députés et sénateurs vont se rendre compte que la révision touche sur des matières importantes. Je dis bien que les matières importantes ne sont pas simplement incluses dans l'article 220. Je viens de vous citer un exemple de l'article 78. Il organise l'ordre institutionnel. Il y a le président de la République, et puis il y a le Premier ministre, et puis il y a les gouvernements. Mais si on touche à l'article 78 déjà, on supprime les postes de Premier ministre, il y a déjà changement, il y a bouleversement de l'ordre institutionnel. Et ces bouleversements-là entraînent les changements. Parce qu'en France, entre 1946 et 1958, c'était ça le débat. Ils avaient un régime parlementaire. Et ce régime parlementaire a causé tellement de mal au fonctionnement de la République française qu'ils sont allés des régimes parlementaires purs vers un régime parlementaire rationalisé ou vers un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel. C'est ça qu'ils ont maintenant. Et quand on a fait ça, ils sont allés de la 4e République vers la 5e République. En ne touchant qu'aux
au fonctionnement, à l'ordre institutionnel. Parce qu'on a quitté des régimes parlementaires pires vers les régimes parlementaires rationalisés ou appelés encore régime semi-parlementaire. On est passé de la 4e à la 5e République. Et là, directement, c'est que ici aussi, on peut facilement passer au niveau de la 4e République. Sans toucher l'article 220. Ah, mais ça que j'ai dit. Et dans ce cas-là, le président qui est là, il pourra briguer notre mandat. Bon, dans une constitution, tout est possible, non? Si le président actuel dit que moi, je ne vais léguer, je vais élaborer un instrument que je lègue aux générations futures, la constitution peut dire que le président qui est là ne se représente pas. Parce que tout est possible, c'est au niveau de la rédaction, c'est l'écriture constitutionnelle. Si le président actuel, bien, si telle est sa volonté de ne pas pouvoir continuer, il change de constitution, on met dans la constitution une disposition qui dit que les anciens présidents ne reviennent pas. C'est possible. Mais si la constitution ne le dit pas, l'ordre institutionnel a changé, on passe de la 3e vers la 4e République. Le compteur à zéro. Et voilà, je n'en sais rien. Bon, voilà. Donc, il n'y aura plus de sénateurs à vie. Je ne dis pas ça parce que dans la rédaction de la Constitution, on réglera tout ça. Mais je montre simplement de quelle manière on peut changer de Constitution, ici, maintenant là, sans forcément toucher à l'article 220. C'est les critères qualitatifs et les critères quantitatifs. Moi, jusque-là, j'ai pu identifier 45 articles. 45. 45. Eh bien, il se peut que d'autres collègues ont pu identifier 30, 40 encore. Bon, et même dans leur milieu politique. Mais si on met ensemble et qu'on aboutit à réviser 100 articles, sans forcément toucher à l'article 220, le simple fait qu'on a touché ces 100 articles, on peut considérer que ce sera même trop. Ou si on considère que le 1/3, si on touche à 1/3 des 220 articles, on a déjà dépassé les seuils. Parce que les majorités, les décisions se prennent. Est-ce que maintenant, dans ce cas-là, si vous avez 100 articles ou les 1/3, vous serez obligé d'aller au référendum dans ce cas? Mais voilà, parce qu'on a tellement modifié, on a tellement touché à des articles qu'on va considérer que la Constitution a changé de physionomie. Ce n'est plus la même Constitution, même si l'article 220 n'a pas été touché. On a tellement bouleversé, on a mis trop de la peinture, tout ça, trop. Voilà. On va considérer qu'on a trop changé, alors on va au référendum pour effectivement donner une base populaire plus large aux dirigeants qui vont gérer les pays sur base de la Constitution changée. Voilà, donc le débat c'est à ce niveau-là. Alors, je disais dans mon écrit que j'ai parlé de la rationalisation. Et maintenant, la moralisation maintenant? Oui, il y a d'autres aspects concernant la rationalisation. La rationalisation, il concerne également le pouvoir judiciaire. Vous savez qu'en 2011, on a révisé l'article 149, l'article 149 notamment, où on a extirpé les parquets du pouvoir judiciaire. Or, effectivement, dans plusieurs pays, les parquets font partie du pouvoir judiciaire. Donc, il faut ramener les parquets au sein du pouvoir judiciaire. La question du Conseil supérieur de la magistrature. J'évoque cette question depuis 2011 dans un ancien article que j'ai fait sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Je considère effectivement que le CSM est trop corporatiste. Ça veut dire que les magistrats se protègent. Or, la justice, ce n'est pas la magistrature. Donc, il faut que l'institution qui gère la justice là soit composée de manière à y injecter d'autres acteurs de la société civile. Voilà. Donc, oui, mais CCM, c'est pour les juristes. Pourquoi vous ne voulez pas que les juristes seuls conduisent, mais vous voulez ajouter d'autres? Les magistrats? Oui. Le Conseil supérieur de la magistrature. Non. En fait, le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas une invention de la RDC. À travers le monde, plusieurs États ont une structure qui s'appelle Conseil supérieur de la magistrature. Mais ces conseils supérieurs de la magistrature connaissent des compositions variées. En tout cas, la plus importante, c'est celle qui combine la coopération des magistrats avec d'autres acteurs de la société civile qui font partie du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pour effectivement donner plus d'efficacité au fonctionnement de ce conseil et plus de légitimité, parce qu'effectivement, aujourd'hui, plusieurs doctrinaires acquises, dont moi-même, le CSM, d'être
corporatiste. Et le conseil, la question de la composition du conseil supérieur de la magistrature commence en 2015 avec les états généraux qu'on a organisés déjà en 2015. Les états généraux de 2015 avaient recommandé au ministère de la Justice et au Conseil supérieur de la magistrature de produire une étude, notamment sur la question de la composition de cet organe-là. Les derniers états généraux sont revenus sur la même question. Moi, j'en parlais déjà depuis 2011. C'est-à-dire, l'occasion se présente pour que le Conseil supérieur de la magistrature soit composé de manière pluraliste. Qu'on ait un journaliste, par exemple. Il y a une corporation des journalistes chez nous. Voilà. On dit, voilà, le CSM aura dans son sein les responsables, ou bien le président de l'INPC. Les présidents, ou bien tout ça, des défenseurs des droits de l'homme. Voilà, on y prend, on dit que c'est 30 personnes, par exemple, et puis on choisit les catégories socio-professionnelles. C'est vrai que les magistrats seront plus importants, mais avec d'autres catégories, c'est pour donner plus de vigueur, plus de légitimité, qu'on évite les corporatismes. L'autre aspect sur le fonctionnement, sur la rationalisation, c'est quoi notamment? C'est la décentralisation. Vous savez que la décentralisation, c'est le fait de rapprocher les gouvernants des gouvernés, et vice-versa. Bon, on donne aux entités territoriales décentralisées plus de pouvoirs et plus de moyens financiers pour les permettre de mettre en œuvre des politiques locales. Et cette vision-là se trouve dans la Constitution de 2006. Malheureusement, si en ville comme Kinshasa, les communes sont des entités territoriales décentralisées, mais à l'intérieur du pays, les entités territoriales décentralisées, ce sont qui? Les chefferies et les secteurs. Ces secteurs et chefferies, c'est vraiment la première échelle, effectivement, de l'exercice du pouvoir chez nous. Ici, à Kinshasa, c'est un peu comme les quartiers. Bon, dans les milieux les plus reculés, les chefs de secteur, oui, ce sont des grands messieurs, mais ils n'ont pas tous les atouts nécessaires pour mettre en œuvre la décentralisation. Parce que la décentralisation, il faut avoir des ressources humaines formées. Il faut avoir des ressources humaines, il faut avoir des ressources matérielles et techniques, effectivement, qui vous permettent de collecter l'impôt, de collecter les taxes et finalement avoir des moyens, initier des projets de développement. Or, quand vous arrivez à l'intérieur du pays, vous vous rendez compte que les secteurs et les chefferies n'ont pas ces atouts-là, n'ont pas des moyens, des ressources humaines formées qui permettent effectivement d'implémenter des politiques locales. Et moi, je propose quoi? Qu'on insère, qu'on revienne, parce que nous, quand nous grandissons dans ces milieux-là, les administrateurs du territoire, anciennement appelés commissaires des zones, avaient des moyens nécessaires pour mettre en œuvre les politiques locales. Donc, que les territoires puissent redevenir les entités territoriales décentralisées sur lesquelles repose la mise en œuvre des politiques locales dans ces milieux-là. Pas les secteurs, parce que les secteurs... Voilà, c'est beaucoup, je pense que... Il y a beaucoup d'articles, on ne va pas y revenir sur ces articles-là. Alors... La moralisation? Voilà, la moralisation, parce qu'on tend déjà vers la fin. Okay. La moralisation. La moralisation. Et vous savez que chaque fois quand il y a élection des députés, des sénateurs, hein, il y a un phénomène que nous connaissons tous, la corruption. Corruption. Les députés provinciaux se font corrompre au vie et aussi de tout le monde. Oui. Ils sont séquestrés, tout ça, ils échangent leur voix avec des biens matériels, avec tout ça. Alors, et tout ça, ça viole les règles de l'éthique. Et c'est bien qu'effectivement, tout le monde aujourd'hui veut être politicien. Tous les amis, tous les jeunes gens qui ont à peine fini leurs études, ils ne pensent qu'à devenir politiciens parce qu'ils savent que c'est dans la politique qu'il faut avoir. C'est facile. C'est plus facile. Avec la corruption, on peut corrompre facilement et puis on se fait élire député, on se fait élire gouverneur. Et pour mettre fin à tout ça, je propose que les gouverneurs soient élus au suffrage universel. Déjà que le Sénat, je propose sa suppression. Les conseils supérieurs de l'audiovisuel également, je propose sa suppression. Les conseils économiques et sociaux, je propose également trois institutions-là à supprimer. Parce que, oui, mais parce que il constitue une charge pas inutile, mais en tout cas, les dépenses consacrées à ces institutions sont économiquement pas utiles. Et on peut faire fonctionner la République
sans l'existence du Sénat, sans les conseils économiques et sociaux. Donc ça, voilà. Alors, c'est pourquoi je dis, on supprime, donc on revient, ou bien on supprime l'élection des gouverneurs par les députés provinciaux pour que ça soit de manière universelle. Comme ça, on réduit la corruption. Même si pendant l'élection générale, là, la corruption aussi est dénoncée de gauche à droite, mais on réduira l'ampleur de la corruption dans le système électoral et puis les gouverneurs seront élus avec une base plus large. Voilà. L'autre aspect de la moralisation, vous avez suivi le procès Boukangalonzo. Quand l'IGF fait ses enquêtes, il se rend compte que le projet Boukangalonzo a été mal géré, qu'il y a eu des bacs et qu'on devait poursuivre les auteurs de ces débâcles-là. Finalement, un ancien Premier ministre a été déféré devant la justice. Alors, on n'a pas su les juger. On n'a pas su les juger, oui. Ou sinon on cherche à les juger, mais on va les juger sur base de quoi? Parce que la Constitution qui organise le régime juridique de la responsabilité pénale des dirigeants ou des anciens dirigeants n'est pas claire. Les articles 163, 164, 165, 166, 167 de cette Constitution qui organise le régime juridique de la responsabilité pénale du président de la République, du Premier ministre, des ministres, ne disent pas comment juger un ancien Premier ministre. Ou un ancien président. Ou un ancien président. Pour des infractions, pour des faits qu'il aura commis pendant l'exercice de ses fonctions. Un ancien Premier ministre, un ancien président peut être jugé pour des faits privés. Par exemple, s'il a eu des coups et blessures avec vous, comme journaliste, là, il peut être s'il a un problème avec sa femme, il peut être poursuivi. S'il n'est plus président ou s'il n'est plus Premier ministre. Mais pour tous les faits qu'il aura commis comme Premier ministre, quand il finit ses fonctions, la Constitution est muette. Et ça pose des problèmes d'éthique, n'est-ce pas? Parce que la population est chaque fois contente quand sa justice peut poursuivre et puis arrêter un ancien dirigeant. Mais nous sommes aujourd'hui dans l'impossibilité, tout le Congo est dans l'impossibilité d'arrêter un ancien Premier ministre. On va dire qu'il a corrompu les juges. Non, il n'a pas corrompu les juges, mais les juges de la Cour constitutionnelle sont également soumis à la loi. Ils ne peuvent pas aller au-delà de leurs compétences. Ils n'ont pas de compétences personnelles sur les anciens premiers ministres. Est-ce qu'on doit continuer à garder? C'est seulement comme ça? C'est compliqué. Ah mais voilà, c'est pourquoi je propose qu'on puisse réviser cela pour effectivement insérer un régime. Ça, c'est un aspect scientifique, mais vous savez que ici chez nous, on aime beaucoup tout politiser. Hein? Ah, voilà. Parce que ce sont des arguments qui tiennent. Mais on voit la politique derrière. Les politiciens, lorsqu'ils font ça, ils ont un agenda derrière. Non, non, qu'on fasse ça pour que moi aussi je puisse me maintenir, pour continuer les mandats. C'est là que les choses tournent mal. Bon, la Constitution, c'est une loi qui a été écrite par des hommes. Les hommes, quand ils écrivent, ils peuvent être fatigués. Ils peuvent se tromper également. C'est pourquoi à chaque fois on révise. La révision, c'est pour améliorer l'écriture de la Constitution. Parce que quand on écrit, on est fatigué. On peut se tromper. On est 10, 15, 20 personnes qui écrivent, alors on peut s'embrouiller. Mais avec le recul, on se rend compte effectivement qu'on a commis une erreur, ou qu'on s'est trompé, ou que voilà, on peut améliorer. Ce n'est pas forcément qu'il veut se protéger, forcément, mais ce sont des erreurs qui peuvent se glisser quand on élabore une loi. Voilà. Et voilà, c'est pourquoi il faut corriger cela. On peut le corriger qu'en révisant. Et je dis bien, si la révision est importante, on aboutit à son changement. Merci. Merci beaucoup, professeur Camille Ngoma, oui. surtout de vos réflexions. C'est scientifique, rien à voir avec un bord politique. Vous êtes de l'UDPS? Je ne suis membre d'aucun parti politique. Vous n'avez aucun parti politique? Aucun parti politique. Et vous êtes partant pour que vous soyez invité dans la commission qui sera mise sur place par les chefs d'État? Je ne suis pas connu dans les milieux politiques. Vous n'êtes pas connu? Non. Mais vos réflexions peuvent être... Bon, mes réflexions peuvent être déjà puisées à partir de votre chaise et tout ça, voilà. Mais vous êtes partant, non? Non, est-ce que partant veut dire quoi? Non, si on fait appel à vous. Si on fait appel à moi comme citoyen congolais, comme professeur d'université, déjà, vous aviez relevé plus de 40 articles. Et voilà, j'ai un article qui est en ligne, et les réflexions continuent. Et donc, comme chercheur, comme spécialiste des questions des droits publics, donc voilà, si on m'invite, j'irai avec ma modeste contribution. On attend la constitution de la commission qui sera mise sur pied par le chef d'État. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, ce dernier lundi
de l'an 2024. Que Dieu nous aide, que Dieu nous prête encore vie. Restez branchés sur Télé 50, vous êtes très nombreux, vous étiez très nombreux à nous suivre. Il y a même la vidéo que j'ai envoyée, il y a ceux qui ont travaillé pour Covid-19, 2019, 2020, 2021, 2022. Ils sont en train de manifester devant le centre financier. Ils y sont. Ils demandent à ce que le ministre des Finances, Doudou Fwamba, puisse répondre à leurs revendications. Nous aurons le temps certainement d'y revenir très prochainement. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Voilà, ils sont là. Merci pour cette dextérité, Jocelyn Toumba. Hein? Ils sont là en train de manifester. Ils nous ont même envoyé cette vidéo montrant qu'ils sont en train de manifester devant le centre financier pour que Doudou Fwamba intervienne le plus vite possible. Voilà, merci fidèles téléspectateurs, ça n'est fini. Restez branchés sur Télé 50. Mes voeux le meilleur à vous tous qui nous suivez de partout. On a été très nombreux avec vous. Je pense demain, on sera là. Et puis pour vous dire ciao pour l'année 2024, pour qu'on se retrouve en 2025. Portez-vous très bien. À très bientôt.